Vivonne. Pour tester l'endurance des 6 nouvelles galères et de leurs chiourmes et afin de mieux repérer les côtes de Barbarie, Beaufort appareille avec l'escadre du vieux marquis de Terne et met le cap sur la Sardaigne pour y aller rejoindre les vaisseaux du commandeur Paul. Le duc est embarqué sur la Capitane, la galère amirale. Il est accompagné du comte de Vivonne. Cet ami d'enfance de Louis XIV, officier du régiment royal, vient à la demande expresse du roi de changer de corps et d'entrer dans la marine. Il doit rallier l'Hercule sur les côtes de Barbarie pour y être formé à son nouveau métier par le chevalier Paul. Louis XIV informe Beaufort de cette décision. Mon cousin, lui écrit-il, Vivonne s'en va sur mes vaisseaux pour ne pas demeurer oisif dans un temps où les occasionnaires n'ont pas grand-chose à faire ailleurs. Je vous le recommande comme une personne pour qui vous savez que j'ai beaucoup d'estime et d'affection. Vous me ferez plaisir d'avoir un soin particulier de lui et surtout de favoriser les désirs qu'il a de s'instruire dans la science de la mer. Louis-Victor de Rochechouart, comte de Vivonne, n'a pas encore 27 ans. Il appartient à une grande famille de France. Il est le fils de Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart. Élevé à la cour en compagnie du roi, il a été dès son plus jeune âge un de ses 6 enfants d'honneur. Dès 16 ans, il porte les armes, d'abord sous les ordres de Bussy-Rabutin, puis en Flandre et en Artois sous Turenne. En 1655, capitaine de chevaux légers du Royal Cavalry, il se distingue au siège de Landrerie et de Condé, puis l'année suivante à la prise de Valenciennes. À 22 ans, élevé au grade de maître de camp du régiment du roi, il fait 2 campagnes en Italie. À la cour, il est depuis l'âge de 4 ans premier gentilhomme de la Chambre. Très proche du roi, il le séduit par sa culture, le distrait par sa gaieté, le fait sourire de ses bons mots. Cet ami de Molière, de Boileau et de La Fontaine est un homme d'esprit dans tous les sens du terme. Sa débauche n'offusque point le roi ni le gêne. Vivonne a en outre une sœur, au charme de laquelle Louis XIV n'est pas insensible. Athémaïs vient d'épouser le marquis de Montespan. Elle est depuis peu attachée à la cour comme dame d'honneur de la reine, et l'on peut aisément supputer qu'elle a déjà attiré l'attention du jeune roi par sa beauté et son esprit. Louis XIV a beaucoup d'affection pour Vivonne et une grande confiance en lui. Au-delà du désir de favoriser la carrière de son ami, le roi, en lui demandant de rejoindre la marine, a d'autres visées. Il veut apporter du sang neuf, jeune et de bonne noblesse à une royale dont il estime les officiers vieillissants, indisciplinés et trop indépendants de la volonté de l'État. En intégrant Vivonne dans la flotte de Beaufort, Louis XIV a également, à court terme, un objectif précis. Celui d'obtenir directement de son ami des informations sur le déroulement de l'opération prévue en Barbarie et, partant de mieux pouvoir le contrôler. C'est encore à Paul que Louis XIV confie la formation de ce nouveau marin. Le 22 juin, il adresse au chevalier une lettre qui témoigne à la fois de son amitié pour Vivonne et de son admiration pour Paul. Vivonne, lui écrit-il, s'en allant sur mes vaisseaux pour un fort honorable désir de s'occuper à quelque chose d'utile à mon service, dans un temps où les occasions ne se rencontrent pas ailleurs, je l'accompagne de ces lignes pour vous le recommander, souhaitant non seulement que vous le considériez et l'assistiez en tout ce qui peut arriver comme une personne que j'estime et que j'affectionne fort, mais aussi que vous l'instruisiez dans la navigation et dans la guerre maritime avec un soin particulier et une application dont je puisse voir le progrès à son retour auprès de moi. L'intrusion dans la marine de ce nouvel acteur, au pouvoir mal défini, n'est pas du goût de tous. Les véritables gens de mer méprisent ces marins d'occasion qu'ils désignent sous le sobriquet de marquis frisés ou pire encore, de bâtards du cotillon. Mais en l'occurrence, la recommandation appuyée du souverain jugule tout commentaire. Beaufort est inquiet de l'arrivée d'un proche du roi en qui il voit déjà un concurrent possible.
Mais le duc, qui ne rate jamais une occasion de clamer avec grandiloquence son attachement à la couronne et d'approuver à grand bruit les décisions du roi, va s'empresser de faire des louanges dithyrambiliques de Vivonne. La campagne des galères de l'été 1663. Après plusieurs retards, les galères du roi sont enfin prêtes. La Gazette de France, du 10 juillet 1663, communique de Toulon. Le 5 de ce mois, le duc de Beaufort partit d'ici sur nos galères avec le comte de Vivonne, ayant à sa suite 13 barques chargées de vivres pour les vaisseaux, et comme il n'en est point encore sorti de mieux équipé, ni mieux armé, on ne doute point qu'elle ne fasse quelque chose de considérable. La traversée est particulièrement mouvementée en raison de vents violents que Beaufort, marin encore inexpérimenté, juge tout à fait insolites en cette saison. Mistral et tramontane n'ont pourtant rien d'exceptionnel en plein mois de juillet. Les galères subissent de gros dégâts. Le 24 juillet, elles rallient enfin les vaisseaux du chevalier Paul, mouillés en rade de Cagliari. Beaufort constate que, malgré la bonne volonté du vice-roi de Sardaigne, on ne trouve à Cagliari aucun des matériaux ni des équipements nécessaires aux réparations. Une fois de plus, on se contente de bricolage. Beaufort, qui souhaite mener une attaque contre Alger, réunit son conseil de guerre avec les pilotes, tous anciens esclaves d'Alger ou anciens capitaines de galères barbaresques. Il ne reste que 2 mois avant l'automne, saison trop périlleuse pour la navigation des galères. Il faut agir vite. On convient qu'il serait trop risqué d'attaquer Alger de jour. En revanche, les pilotes estiment possible une attaque de nuit avec des brûlots escortés de galères qui iraient mettre le feu aux navires mouillés derrière le môle. Beaufort adopte ce point de vue et envoie au roi une description détaillée de son projet, entreprise qui, si elle réussissait, serait, affirme-t-il, d'un très grand éclat. Après un compliment appuyé à l'intention de Vivonne, Beaufort termine sa lettre d'une manière pour le moins surprenante de la part de l'amiral de France la veille d'un combat. Nous sommes présentement à la voile pour aller sans retarder un moment gagner la côte de Barbarie. J'ai donné l'ordre que l'on envoya à Votre Majesté plusieurs animaux. Nous en aurons quantité avant qu'il soit peu, n'ayant autre attachement que celle de penser à plaire et servir mon maître, pour qui je donnerais 1000 vies si je les avais. Nouvelle flagornerie de cet ancien frondeur qui se présente en bon serviteur, prêt à se mettre en quatre pour satisfaire le moindre caprice du roi et qui n'hésite pas à flatter un protégé du roi qui pourtant lui porte déjà ombrage. Colbert, informé du projet de Beaufort contre Alger, écrit au roi. Monsieur de Beaufort est résolu de tenter de brûler les vaisseaux dans le port d'Alger la nuit. Il y a peu d'apparence que cette entreprise puisse réussir, mais aussi y aurait-il eu trop de péril de la tenter le jour. En marge de cette lettre, Louis XIV, rendu aussi sceptique que son ministre par les précédents serments non tenus, inscrit cette réponse laconique. Je souhaite et espère qu'il réussisse dans son entreprise. L'escadre des 6 vaisseaux et des 6 galères longe les côtes de Barbarie afin d'observer tous les ports et mouillages qui y sont, rapporte le duc. Le 4 août, la flotte arrive à Stora juste à temps pour éviter un coup de vent. Les galères ayant été heureuses de trouver cet abri, qui est presque le seul de toute la Barbarie. Cette dernière affirmation, parfaitement inexacte, serait difficilement soutenue par tout autre marin que Beaufort. Pendant cette escale, les Français reçoivent un bon accueil de la part des Maures et ont le temps d'observer le site retenu pour l'implantation de la future base française. La nouvelle tentative contre Alger. Le 8 août, l'escadre quitte la baie de Stora et double Colo. Après le cap de Bougaroun, elle passe à proximité de Gégri, qu'elle aperçoit du large. Le 9, faute de vent, les vaisseaux sont contraints de mouiller à la hauteur de Bougie. Beaufort se concerte avec le chevalier Paul. Ils conviennent qu'on ne peut pas différer plus longtemps l'attaque sur Alger.
Les vaisseaux n'étant pas indispensables à cette opération, Beaufort décide de ne pas attendre le retour d'un vent favorable. On met au point le dispositif d'attaque. La capitaine et la Saint-Dominique escorteront les brûlots jusqu'à l'entrée du môle. 2 caïques les suivront pour récupérer les artificiers après qu'ils auront mis le feu aux brûlots et aux vaisseaux turcs. Pendant ce temps, les 4 autres galères se saisiront des vaisseaux éventuellement mouillés dans la rade. Beaufort embarque sur la capitane et appareille avec les galères qui longent la côte au plus près. Le 13 au matin, en passant devant Tadli, l'escadre est repérée par une nombreuse troupe de fantassins et de cavaliers morts en armes qui tirent quelques coups de mousquet. Les pilotes recommandent à Beaufort de se hâter car, l'escadre étant maintenant découverte, 2 caïques les suivront pour récupérer les artificiers après qu'ils auront mis le feu aux brûlots et aux vaisseaux turcs. Pendant ce temps, les 4 autres galères se saisiront des vaisseaux éventuellement mouillés dans la rade. Beaufort embarque sur la capitane et appareille avec les galères qui longent la côte au plus près. Le 13 au matin, en passant devant Tadli, l'escadre est repérée par une nombreuse troupe de fantassins et de cavaliers morts en armes qui tirent quelques coups de mousquet. Les pilotes recommandent à Beaufort de se hâter car, l'escadre étant maintenant découverte, Alger ne tardera pas à être informé de son arrivée. On décide donc que l'attaque aura lieu au milieu de la nuit. Les pilotes, les plus experts de l'armée, prennent la direction de la navigation. Pour éviter d'être repérés, ils s'éloignent de la côte et prévoient d'atterrir 15 milles plus loin au cap Matifou qui ferme la baie d'Alger à l'est. Il n'y a plus le moindre souffle d'air. Un épais brouillard est tombé sur la mer. La visibilité est pratiquement nulle. Seuls les claquements des rames sur l'eau et les haons des galériens rompent en rite le profond silence qui enveloppe l'escadre. Les heures passent. Aucune terre n'émerge de l'obscurité. Beaufort s'inquiète. À 1 heure du matin, la lune perce un instant à travers le brouillard. La terre apparaît à bâbord. Les pilotes sont unanimes à reconnaître le cap Matifou, mais de Terne craint qu'on ait dépassé l'objectif. Le cap entrevu ne serait pas celui de Matifou, mais la pointe Pescat à l'ouest d'Alger. Il fait part de son incertitude à Beaufort, qui décide de faire demi-tour. À la pointe du jour, la brume se déchire un instant. À tribord, le soleil levant éclaire les maisons blanches d'Alger qui s'étagent sur la colline. 3 coups de canon tirés par les Turcs donnent l'alerte. L'affaire est manquée. C'est la consternation à bord des galères de France. Ce fut là, déclarera Beaufort, où ma douleur et celle de tous ces messieurs éclata. Si Beaufort fustige, l'ignorance crasse des pilotes de Terne et les capitaines sont quant à eux persuadés qu'il ne s'agit pas d'une erreur mais bien plutôt d'une trahison. Dépités et furieux, les officiers unanimes demandent qu'on pende les pilotes sans délai. Mais Beaufort, faisant preuve d'une sagesse inhabituelle, sait remarquer combien ces personnes pourraient être nécessaires pour retirer l'escadre de cette côte où jamais, rapporte de Terne, des galères plus confirmées dans l'art de la navigation n'avaient osé faire tant de séjours. Un navire passe la pointe Pescat, faisant voile vers le port. Quoique nous en fussions éloignés de plus de 10 milles, raconte de Terne, son Altesse, pour réparer en quelque façon le malheur qu'elle venait d'éprouver, résolut de donner la chasse à ce vaisseau, quoique trop éloigné au jugement de tous, et de l'aller prendre sous les murailles d'Alger. Pour y réussir, il promit de si grandes récompenses aux forçats qu'ils firent des efforts inconcevables. La capitaine se rapproche suffisamment du vaisseau turc pour lui tirer quelques volets de son canon de coursier afin de l'incommoder et lui donner moyen de le joindre, ce qui fut sans doute arrivé, affirme de Terne dans son rapport, c'est un vent de terre qui s'éleva tout à coup contraire pour nous et favorable pour lui, le jeta dedans le port. Cette action, ayant flatté nos espérances quelque temps, augmenta aussi notre douleur. Les dieux du vent sont décidément peu favorables au duc de Beaufort. Comment expliquer ce nouvel et cuisant échec?
Comment comprendre cette grossière erreur de navigation alors que l'estime était particulièrement facile? Le vent était nul, la mer calme et sans courant. Les galères, naviguant uniquement à la rame, avançaient en ligne droite à une vitesse parfaitement connue et pourtant l'escadre a parcouru plus de 30 000 nautiques au lieu de 15 prévus sans que personne ne s'interroge. Pourquoi Beaufort a-t-il confié la navigation au pilote? Il n'avait été engagé que pour fournir des informations sur les approches du port d'Alger et non pour prendre en charge la conduite de l'escadre. Pourquoi s'est-il fié à ces renégats aux motivations incertaines? C'était à deux termes, lieutenant général des galères et commandant la capitaine, galère amiral, d'assurer la navigation. Suivant la tradition maritime, un commandant de navire garde, en toutes circonstances, l'entière responsabilité de cette fonction. Comment, de terre, marin expérimenté qui navigue sur les galères depuis plus de 30 ans, a-t-il pu laisser les pilotes commettre pareille bévue? Par crainte de déplaire à Beaufort, il n'a sans doute pas osé le contretir. Le vieux marquis tient trop à garder la confiance du duc, qui le soutient à la cour contre ceux qui cherchent à le faire débarquer. Quant au capitaine des 5 autres galères, ils n'ont guère droit à la parole avec de termes, cet homme particulièrement épineux, qu'ils sont unanimes à détester. C'est un esprit violent, méchant et malicieux, ainsi que généralement les officiers l'ont éprouvé pendant ce voyage. Écrira de lui un commandant de galère. Tous les capitaines se sont tus, par ignorance des intentions de Beaufort, par crainte de terre, ou peut-être par malignité à son égard. Louis XIV eût été bien avisé de suivre les conseils de la Guette et de Colbert lorsqu'il lui conseillait de démettre de sa charge cet homme de 87 ans. Ce triste épisode met, une fois de plus, en évidence l'incapacité du duc de Beaufort à commander la marine royale, ainsi que le manque de jugement et de contrôle de cet homme qui, après son échec, a achevé de se ridiculiser auprès de ses ennemis en se lançant par dépit dans la poursuite des navires turcs parfaitement inaccessibles au jugement de tous. Le 15 août, on se concerte de nouveau. Les galères n'ont plus que pour 4 jours d'eau et sans espoir d'en pouvoir faire proche de là. Sous peu, on manquera de vivres. Un orage violent éclate. Les pilotes affirment avec insistance la nécessité de quitter au plus vite cette côte particulièrement dangereuse par ce type de temps. Personne n'a oublié la terrible tempête qui, un siècle et demi plus tôt, anéantissait l'armada de Charles Quint exactement au même endroit. De Terne se félicite maintenant de la lucidité dont Beaufort a fait preuve la veille en refusant de faire prendre les pilotes. Il est heureux aujourd'hui de pouvoir suivre leurs conseils pour sortir de ce mauvais pas et de mettre enfin le cap sur les Baléares. La traversée est détestable. Tout le monde souffre du manque d'eau, en particulier les forçats, chacun ne pouvant en avoir que 2 petites fois par jour. Le vent ne faiblit pas, la mer se creuse, devient grosse, et les galères ne sont pas conçues pour naviguer dans la tempête. La mer était si haute rapporteur à de terre que ses coups ont emporté l'éperon d'une galère et en rompirent une partie des autres qui faisaient beaucoup d'eau. Le 12 août, on atteint cependant Évis. La flotte des galères va s'attarder encore plusieurs semaines à de vaines recherches de bâtiments turcs sur les côtes d'Espagne et ralliera finalement Toulon le 23 octobre. Pendant ce temps, le chevalier Paul donne la chasse à 4 navires qu'il contraint de se jeter à la côte pour sauver leurs équipages. Parmi ces bâtiments se trouve une belle frégate turque de 24 canons, une flûte anglaise chargée de marchandises et 2 brigantins. Ne réussissant pas à déséchouer la frégate et un des brigantins, Paul doit se résoudre à y mettre le feu. En revanche, il récupère l'autre brigantin et la flûte avec leur cargaison. 65 Turcs sont faits prisonniers. Tel est le seul résultat positif de ces derniers mois de campagne. Dans la relation qu'il fait au roi de cette navigation, Beaufort recommande de récompenser Paul en lui confiant, en tant que chevalier de Malte, une abeille lui permettant de prendre sa retraite. Voilà,
de la part du duc un moyen élégant de se débarrasser d'un personnage qui, par sa renommée, lui porte ombrage. Mais le roi a encore des projets pour Paul. Il restera sourd aux instances de son cousin.